Donc l'objet doit être sélectionné, absolument, parce que s'il n'est pas sélectionné, la palette aspect vous montre toujours la même chose, mais vous allez travailler dedans et rien ne va se passer. Donc faites attention, l'objet, on le sélectionne. On va ici travailler sur quel fond? Oui, celui-là. Et cette fois-ci, à la place d'aller chercher une des couleurs qui sont là, je vais aller ici en bas à gauche, chercher des dégradés. Et des dégradés, il y en a plein. On va commencer par le premier, bois. Voilà, si vous cliquez sur un dégradé, il y a un dégradé bois qui arrive à la place de votre fond. On va faire en sorte que les vignettes soient plus grandes, parce qu'on n'y voit rien du tout là. Menu de la palette, ici bois. C'est une palette qui fait partie de la bibliothèque de Illustrator, elle est non modifiable, je vous rappelle, mais dès que vous cliquez sur un dégradé, il est intégré à la palette nuancier du document. Donc dans le menu ici de la palette bois, je vais demander affichage par grande vignette. Je pourrais même demander liste de grandes vignettes, comme ça je verrai les noms. Et ça peut être intéressant, en plus d'avoir la visualisation, je comprends peut-être un peu mieux, tiens, que ça c'est de l'acajou, par exemple. Ça c'est du pain, en effet, oui. Bien. Donc différents dégradés. Bon, je vais mettre un dégradé avec des lignes, on voit quand même bien visiblement les lignes verticales là, de ce bois Zingana. Si je veux modifier l'orientation du dégradé dans la forme, alors il y a une palette qui s'appelle dégradé de couleurs. Menu fenêtre, dégradé de couleurs. Là voilà. Je vais la détacher par son onglet et en faire une palette flottante. Donc là, vous avez l'orientation. Et ça, c'est toutes les couleurs qui composent le dégradé. Est-ce que vous avez la possibilité d'agrandir la palette par sa petite case en bas à droite, comme ceci? Oui, c'est quand même mieux. Surtout dans le cas de dégradés complexes, c'est quand même mieux. Donc on a vu une première manière de modifier l'orientation du dégradé ici avec le paramètre. On peut aussi taper ce qu'on veut là-dedans. Il y a une autre manière, c'est d'utiliser l'outil dégradé. J'active l'outil dégradé dans la palette des outils. Et une ligne apparaît au-dessus de l'objet, c'est ce qu'on appelle l'annotateur de dégradé. C'est en fait, quand vous vous approchez, vous remarquez que c'est la même chose que ce qu'on a dans la palette dégradée. Donc c'est pour directement sous l'objet changer les couleurs, la position des couleurs, etc. Mais on n'en est pas encore là. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir prendre une extrémité, le faire plus petit, plus grand, l'autre extrémité. Enfin, il y a des possibilités de tourner. Mais en fait, on ne va pas faire comme ça. On va simplement tracer n'importe où sur le plan de travail et vous redéfinissez complètement l'annotateur de dégradé, sa position, son orientation. Et plutôt que d'aller chipoter sur l'annotateur à essayer de changer sa position, sa rotation, etc., autant directement tracer n'importe où et donc ça fait une redéfinition du dégradé. Évidemment, si vous faites un tout petit trait, vous avez un dégradé minuscule qui est là, voilà, là. Et avant le dégradé et après, ben, c'est une couleur unie. Inversement, si vous faites un très grand annotateur de dégradé, vous ne voyez qu'une partie du dégradé. Il n'y a pas besoin d'annuler un dégradé avant d'en refaire un autre. Hein. Vous tracez jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous plaît. Bon. Alors bien sûr, vous pourriez tester d'autres
fond, si vous voulez. Par exemple, je pourrais enlever l'œil en face de ce fond, demander, parce que je suppose que c'est pas mal, mais je voudrais tester, est-ce que j'arrive à avoir mieux? J'enlève l'œil en face du fond, il n'apparaît plus. J'ajoute un nouveau fond. Voilà. Et dans le bas de la palette bois, avec les petites flèches qui vont vers la gauche et la droite, je peux voyager parmi les différentes bibliothèques de dégradés qui existent. Voilà. Et redéfinir l'orientation si je veux. Ok. Et donc, comme ça, je peux faire différents tests. Et il n'est pas interdit non plus de dupliquer l'objet. Quand vous faites des recherches graphiques, ça peut être intéressant. Avec la flèche noire, je sélectionne l'objet avec la touche Alt et majuscule pendant que je déplace. J'ai fait une copie et je peux continuer le boulot sur cette copie. À quoi ça va me servir? Si je fais une charte graphique de mes recherches, je vais pouvoir montrer au client, tiens, on a envisagé tel, en imaginant que je travaille pour un client, plutôt que de faire une illustration pour moi et éventuellement la vendre en la mettant sur une banque d'images. Je travaille en direct avec un client, il vaut mieux ne pas lui apporter que le produit fini, il vaut mieux lui montrer aussi les alternatives qu'on a envisagées. D'où l'intérêt de dupliquer les objets ou les illustrations entièrement d'ailleurs, et de faire, continuer les recherches, de garder les versions intermédiaires. Ça, c'est très bien. Donc là, je pourrais même montrer les deux versions que j'avais envisagées, voilà. Le client, de toute façon, il va vous emmerder. Il va... Oui, tout le monde est graphiste. Hein. D'ailleurs, allez voir un petit site web qui s'appelle 60 millions de graphistes. C'est marrant. Donc tout le monde a des compétences en graphisme, paraît-il. Et donc, lui donner du choix, déjà, parmi des choses qui ne sont pas trop mal, c'est déjà peut-être une solution. C'est controversé. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas donner de choix, qu'il faut montrer le produit final et un point c'est tout, et on s'impose. Et si le client n'est pas content, qu'il aille. Hein? C'est controversé. Est-ce qu'il faut rentrer là-dedans ou pas?